Bonjour à tous. Cette semaine, pour la dernière de la saison, nous allons parler de gestion des matières résiduelles et de gaspillage alimentaire. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous. Cette semaine, à Parlons-en, pour conclure cette saison, nous allons parler de gestion des matières résiduelles et de gaspillage alimentaire. Et mes invités sont Estelle Richard, Bonjour. Organisatrice communautaire pour les Amis de la Terre. Effectivement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et Amélie Côté, qui est consultante gestion des matières résiduelles et tu es blogueuse, ton blog Bric à Bac, qui est un blog d'information. Mesdames, je vais vous demander, peut-être dans un premier temps, de vous présenter. Estelle, parle-moi un peu de toi, puis parle-moi aussi des Amis de la Terre. Oui, les Amis de la Terre de Québec, c'est un organisme qui souffle ses 40 bougies cette année. Oui, donc, bravo. qui a été fondé donc, il y a 40 ans à Québec. C'est un organisme écologique dont la mission est de favoriser la transition vers une société écologique. Donc, c'est très large. Parmi les dossiers sur lesquels on travaille, il y a l'agriculture, l'alimentation et la réduction des déchets. Moi, mon rôle comme organisatrice communautaire, c'est de m'assurer d'une bonne mobilisation citoyenne au sein de l'organisme. Donc, on travaille avec beaucoup de bénévoles. C'est un apport très important, autour de 5000 heures par année qui sont réalisées par nos bénévoles. Quand même. Donc, oui, c'est vraiment un apport essentiel à l'organisme. Puis, sur le gaspillage alimentaire, on a un projet qui s'appelle Sauve ta bouffe, qui a été fondé en 2012 et qui fédère aussi beaucoup de bénévoles. Et puis, comme son nom l'indique, Sauve ta bouffe vise la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, en plus de ça, je travaille sur la réduction des déchets plus générale aussi, mais sur le gaspillage alimentaire, donc c'est via le projet Sauve ta bouffe qu'on s'attelle à ça. Wow, beaucoup de belles causes. J'ai visité le site qui est très bien fait. Amélie, de ton côté, qu'est-ce que fait une consultante en gestion des matières résiduelles? Bien, en fait, c'est ça. Moi, la gestion des matières résiduelles, je suis tombée dedans en 2007. J'ai commencé, j'avais un emploi d'été pour un organisme qui fait du recyclage pendant les événements. Puis c'était pendant le Grand Prix de Montréal. On gérait les déchets, recyclage, compostage et compagnie. Et j'ai vu un peu l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Ça m'a motivée à travailler vraiment là-dedans. Et j'ai été au ministère de l'Environnement, mais ça me correspondait moins comme travail. Donc, j'ai décidé de quitter pour fonder mon entreprise et mon blog Bric à Bac. Ben oui. Parce que je trouve qu'il manque vraiment d'informations positives sur la gestion des matières résiduelles. Généralement, quand ça sort, c'est quand ça va pas bien. Quand, par exemple, il y a eu une crise des matières recyclables en 2009 avec les centres de tri où les matières s'accumulaient. Mais il y a plein de belles choses qui se font. Et ce que je fais dans mon quotidien, c'est que j'accompagne des entreprises, des organisations pour implanter la collecte des matières recyclables, compostables, améliorer leur processus, réduire aussi les déchets qu'ils génèrent. Et sur ton blog, en fait, c'est des conseils que tu donnes aux gens qui désirent peut-être adapter leur comportement. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Bric à Bac? J'essaie de vulgariser un petit peu les dossiers d'actualité dans le domaine. Puis aussi, je parle de plein de sujets. Donc, quand j'ai commencé, je m'étais lancé le défi Juillet sans plastique, qui était de passer un mois sans consommer de plastique à usage unique. J'ai pas réussi. Il n'y a aucun punch à cette histoire-là. Mais j'ai adopté beaucoup de nouvelles habitudes. Et puis, c'est super intéressant, dans le fond, tout ce qui se passe avec le mouvement zéro déchet. Mais moi, j'essaie d'expliquer, dans le fond, ce qui se passe au niveau provincial puis au niveau des municipalités. Donc, Parfait. Parce qu'on n'a pas toujours l'impression, ou on n'est pas confronté à tout ce qu'on consomme, ou à qu'est-ce qui se passe avec nos matières résiduelles. D'abord, peut-être de commencer, là, c'est quoi la gestion des matières résiduelles? bien, c'est ça. Dans notre quotidien, on génère vraiment plein de types de matières. Des fois, on n'en a pas toujours conscience, mais il y a d'une part tout ce qui est jeté, qui est compostable, dont Estelle va pouvoir vous parler plus en détail. Puis ça représente 47 de ce qui est généré dans un ménage au Québec, selon une étude qui avait été réalisée à ce sujet-là. On a des matières recyclables, donc ce qui va à la collecte sélective, le papier, carton, plastique, verre et le métal en général, sauf certaines exceptions. Des fois, certaines municipalités n'acceptent pas, par exemple, le plastique 6 ou les sacs et pellicules de plastique. Et après ça, bien, il y a les résidus dangereux, donc tout ce qui est les piles, les huiles usées, la peinture, les appareils électroniques, le textile aussi. Donc, il y a comme un gros éventail. Puis si on prend comme spécifiquement les matières recyclables, bien, ce qu'on met dans le bac bleu, dans le fond, ou dans le bac vert, selon les villes, bien là, ça va être envoyé dans un centre de tri.
Ils vont trier les matières et puis ça, ces ballots-là sont vendus à des conditionneurs. Donc, eux, ils vont mettre en forme la matière, donc pour les nettoyer toutes les matières recyclables, en faire, par exemple, des petites pastilles dans le cas du plastique pour que ça puisse être vendu à un recycleur qui, lui, va réintégrer ça dans un processus de fabrication. Fait qu'il y a vraiment comme plein d'étapes qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on ne sait pas où ça s'en va, nos matières, mais ça a une valeur, dans le fond, là, sur le marché. On entend souvent aussi des gens dire, bon, ça ne sert à rien de recycler, de toute façon, ça va être jeté. C'est le genre d'information qu'on peut confirmer ou du moins invalider idéalement? Invalider. Oui, Invalider, certainement. Oui, mais c'est ça, comme je mentionnais tout à l'heure, on voit dans l'actualité quand ça va pas bien. En 2009, il y a eu une crise des matières recyclables. Un des enjeux qu'on vit, dans le fond, puis dans toute la gestion des matières recyclables, c'est qu'on exporte beaucoup de nos matières, en Asie principalement. Donc, on est dépendant de ce marché-là. Et en 2009, il y a eu une crise financière, on se souvient. Donc, on achetait moins de choses. Et à ce moment-là, bien, ça faisait en sorte qu'on pouvait moins exporter nos matières recyclables parce qu'il y avait moins, par exemple, de bateaux qui venaient livrer des produits. Et ces bateaux-là, ils livrent les produits, ils vont acheter des matières, puis ils retournent en Chine, par exemple. Okay. Donc, quand les centres de tri, les matières s'accumulaient, mais ça, c'est sorti, par exemple, dans les médias. Mais depuis, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau gouvernemental, des municipalités aussi, des organisations. Et là, on se retrouve un petit peu dans la même situation en 2018 parce que la Chine a décidé de refuser certaines catégories de matières recyclables que historiquement, on a envoyées en Chine, beaucoup le papier et le carton. C'est pas un enjeu sur lequel il n'y a pas de solution. D'ailleurs, à Québec, la société VIA, qui est comme le gros centre de tri, eux, ils ont beaucoup investi dans les équipements de tri pour s'assurer justement d'avoir de meilleures qualités de matière. Et il y a 70 des matières recyclables, dans leur cas, qui sont vendues dans un marché plus local. Donc, ils ont davantage de débouchés locaux, ce qui est intéressant et positif. Parce que, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la Chine a décidé de fermer l'importation des matières recyclables, c'était entre autres dû à une mauvaise qualité des matières, vu la façon dont les matières sont récoltées au Québec. Ça, c'est quelque chose que nous, on critique beaucoup. Le bac pêle-mêle permet d'obtenir une grosse quantité, donc le bac bleu où on met tout ensemble. Par contre, ça ne permet pas une bonne qualité car les matières sont mélangées les unes aux autres et se contaminent les unes les autres. OK, parce qu'on parle même de contamination entre les matières. Tout à fait. Quand on met une bouteille de verre dans un bac, qu'elle se brise, c'est presque sûr qu'elle va se briser dans le transport, bien, elle se mélange au papier, elle se mélange au carton, elle se mélange au plastique. Et donc, elle contamine ces matières-là. Ils ont visé d'atteindre une grosse quantité de matière, ce qui est quand même réussi. Par contre, là où le problème est important en ce moment, c'est en termes de qualité de la matière. Donc, comme à Québec, ce qu'Amélie disait, on a un très bon centre de tri qui a été rénové. Il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, ils sont capables de ressortir une matière de qualité et donc de la revendre assez facilement, mais ce n'est pas le cas de partout dans la province. Est-ce que c'est clair pour monsieur, madame, tout le monde? Vous avez l'impression de qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, de qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre? Est-ce qu'il y a une façon, en fait, de clarifier tout ça? Je ne sais pas si vous avez des références là, qu'on pourrait donner aux gens. Oui, il y a encore beaucoup de questions. Puis, tu sais, ça fait 25 ans au Québec, dans les villes, qu'on a une collecte, on a un bac bleu, mais le taux de récupération, il est de 54 %. Donc, on pourrait aller récolter encore 46 % de plus de matière recyclable. C'est qu'actuellement, on recycle 54 % de ce qu'on pourrait au total recycler, c'est ça que ça veut dire? Ouais, mais j'utilise le terme récupération, dans le fond, parce que quand on met dans notre bac, on ne dit pas un bac de recyclage, parce que le recyclage, il ne se fait pas comme dans le bac. On le transporte, puis là, bien, il y a toutes les étapes que j'expliquais tout à l'heure, mais on en récupère, mettons, 54 %. Après ça, les centres de tri ont un certain taux de rejet des matières recyclables parce que, comme Estelle l'expliquait, bien, le processus fait en sorte qu'il y a certaines matières, bien, déjà, si on ne met pas les bonnes matières au bac, bien, ça peut être trié ou ça peut être mis dans des ballots si ce n'est pas bien trié. Donc, le taux de recyclage, on n'a pas la statistique, mais on pourrait aller en chercher plus chez les citoyens et citoyennes. Mais ce qui va là-dedans, dans le fond, les mots-clés, là, c'est les contenants, puis les emballages et les imprimés. Puis il faut dire que chaque municipalité a ses propres règles. C'est-à-dire que, par exemple, à Québec, grâce aux investissements qui ont été faits au centre de tri, on peut faire des sacs de sacs. C'est-à-dire que nos sacs qu'on n'a pas envie de réutiliser parce qu'ils sont rendus troués ou je ne sais pas quoi, on peut faire un sac de plastique et le mettre dans notre bac bleu. Ce n'est pas le cas partout dans la province. Par contre, pour avoir
l'information précise. En fait, il existe à Québec un répertoire, en fait, là, une liste des matières qui peuvent être mises dans le bac. Il faut se référer sur le site de la Ville de Québec pour trouver cette information-là, qui est vraiment précise pour la grande région de Québec. Il faut avoir conscience qu'il y a des personnes au centre de tri qui trient les matières. Donc, il y a des êtres humains derrière ça. Eux, ça affecte directement leurs conditions de travail. Il y a des déchets dangereux, par exemple. Il y a des centres de tri qui se sont retrouvés des fois avec des aiguilles, des seringues. Bien, ça, faut des ramener... batteries d'automobile. C'est ça. Il faut ramener ça aux bons endroits parce que pour eux, ça peut être dangereux. Ça peut arrêter la chaîne de tri aussi puis diminuer la productivité. Ouais, c'est quand même une industrie aussi qui vit des changements. Là. On prenait l'exemple de Société Via tantôt, qui elle a beaucoup investi, puis peut bien traverser, mais c'est pas le cas de tous les centres de tri. C'est pas facile pour tout le monde parce que, justement, la charge est importante. Puis nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut faire, c'est d'être plus efficace, justement, dans ce qu'on leur envoie pour leur permettre à eux, après ça, d'être... C'est ça. Puis peut-être se référer là, au guide du tri qui est mis en ligne par la communauté métropolitaine de Québec, qui regroupe toutes les municipalités. Là. Donc, que ce soit Stoneham, Québec ou Lac-Beauport, c'est vraiment... Ça s'en va tout au même endroit. Donc, c'est une belle façon pour les citoyens d'avoir l'information juste de ce qui va dans le bac, ce qui n'y va pas. C'est difficile, je trouve, comme enjeu, parce que souvent, on le met à la rue, c'est parti, puis on dirait qu'on voit plus ce qui se passe. Mais pas plus tard qu'hier, à RDI, justement, on parlait là, de masses de plastique qui sont gigantesques, qui sont dans les océans. Puis une d'entre elles, dans l'océan Pacifique, je pense, fait la grandeur du Québec. Ouais, complet, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis les plastiques qui se retrouvent dans les océans, dans le fond, le fait qu'ils se regroupent, c'est lié au courant marin, dans le fond, ce qu'on appelle les vortex de plastique. Puis si ça continue comme ça, dans le fond, on parlait que la masse des plastiques dans les océans serait supérieure à ce qui se retrouve en termes de vie marine. Wow! Effectivement, quand on voit ce genre d'image, ça nous confronte beaucoup à notre propre consommation, parce que s'il y a du plastique dans les océans, c'est parce que nous, humains, consommons beaucoup de plastique. Donc, il y a tout plein de petits gestes au quotidien qu'on peut poser individuellement. Il y a des gestes collectifs aussi qui peuvent être faits. De point de vue individuel, il y a bien sûr la consommation de produits en vrac. Donc, c'est pas accessible à tout le monde partout sur le territoire, mais on voit que ça se développe beaucoup. À Québec, il y a des épiceries zéro déchet là, qui se sont ouvertes dans Limoilou, dans Saint-Roch, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste aussi, dans Vanier, il y en a aussi. Donc, c'est d'aller vers ce genre d'endroit-là. Puis si on n'y a pas accès, mais ça va être de choisir, par exemple, des gros contenants. Au lieu d'acheter des petits yogourts chacun dans leurs emballages, c'est d'acheter un gros pot puis se doter à la maison de pots lavables pour faire de petites portions. Donc, ce genre d'idées qui sont assez faciles à appliquer, finalement, fait une différence quand tout le monde, ensemble, on pose ces gestes-là. Puis effectivement, tu sais, quand on achète en vrac, par exemple, où on pose la question, est-ce que je peux prendre mon pain dans une tête d'oreiller ou dans un sac réutilisable, ça crée un lien avec les commerçants et les commerçantes. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, on a chacun, dans le fond, les habitudes qu'on est prêt à adopter. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui nous convient aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement comme le moyen ou l'habitude à adopter, parce que ça va dépendre de chaque personne. Donc, ça peut être d'avoir sa tasse réutilisable, d'avoir justement sa gourde d'eau. Moi, j'amène ce que j'appelle mon kit zéro déchet. Donc, quand je sors de chez moi, par exemple, j'ai un Tupperware au cas où si j'ai des trucs pour emporter, des ustensiles réutilisables, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment une belle communauté autour de ça, autour du zéro déchet à Québec. Entre autres, il y a des beaux groupes de discussion sur Facebook. Il y a plein de ressources qui existent pour trouver des outils, là, puis poser des questions. Et généralement, ça revient avec le fait maison. Parce que c'est comme ça qu'on réduit les emballages en général. Tu sais, en cuisine, c'est en achetant les aliments frais, les aliments de base, et en les transformant nous-mêmes pour faire des recettes, par exemple. Bien, justement, on va parler maintenant peut-être un peu de gaspillage alimentaire. Oui. De quoi on parle quand on parle de gaspillage alimentaire déjà? Le gaspillage alimentaire, il y a beaucoup de définitions qu'on peut trouver. Nous, avec Sauve ta bouffe, la définition qu'on se donne, c'est que ce sont des aliments qui sont jetés, des aliments comestibles qui sont jetés par faute d'une mauvaise gestion. C'est-à-dire que à la maison, par exemple, on va jeter un reste de yogourt, un bout de fromage, du pain sec. Un reste de repas qui n'a pas été mangé. Oui, un reste de repas, parce qu'on n'a pas
pris la peine ou on n'a pas pris le temps ou parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ces aliments-là. Donc, le gaspillage alimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de données qui existent sur la question, mais la tendance mondiale, là, les études qui existent dans le monde, en Europe, au Canada, aux États-Unis, plus ou moins un tiers de ce qui est produit mondialement et même au Canada est gaspillé quelque part dans la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire entre le champ et l'assiette. Ça concerne tous les acteurs, donc les producteurs, les distributeurs, les transformateurs et les consommateurs. Puis nous, avec Sauve ta bouffe, on a vraiment fait le choix de travailler sur l'éducation, la sensibilisation des consommateurs parce qu'environ la moitié du gaspillage alimentaire dans les sociétés occidentales se fait chez nous, les ménages. Donc, ça peut sembler surprenant parce que souvent, on se dit « Ah, mais les épiceries, eux autres, ils gaspillent vraiment beaucoup et tout. » Mais disons que comme chaque citoyen gaspille un petit peu tous les jours ou, bon, disons, régulièrement, c'est moins choquant que quand on ouvre une poubelle d'épicerie où là, on voit des dizaines de sacs de pain, par exemple. Mais au final, on constate quand même cette tendance-là que les consommateurs sont les plus grands gaspilleurs. Il y a toutes sortes de produits qui sont gaspillés. On voit quand même une certaine tendance là, autour des produits périssables qui sont les plus gaspillés, disons. Là. Est-ce que, parce que là, ça a des impacts dans nos vies, mais aussi financièrement, quelqu'un qui aurait une meilleure gestion de son réfrigérateur, de son garde-manger, en bout de ligne, va épargner ici. Plus il va limiter les pertes. Exactement. Il est chiffré là, autour de 1 000 $ par année. Puis ça, c'est, disons, assez conservateur comme chiffre. Là. Ça pourrait même être plus que ça, qui est gaspillé. Parce que les consommateurs canadiens, québécois gaspillent autour de 20 % de leur panier d'épicerie. Donc, c'est quand même une grosse partie du panier d'épicerie. Tu sais, quand on achète quelque chose, on paye pour. Hein? Donc, quand on le jette, bien, on jette l'argent qu'on a utilisé pour acheter. Donc, c'est sûr qu'il y a différents arguments pour essayer de convaincre les gens là, de réduire le gaspillage alimentaire. L'argument financier en est un assez important parce qu'avec 1 000 $, on peut faire beaucoup de choses. Là. Ben oui. Oui. Effectivement. Clairement. Est-ce qu'on entend des fois parler, par exemple, qu'un citoyen corporatif, une épicerie a donné, en fait, là, tous les produits qui ont été retirés des étalages à des organismes. Est-ce que c'est une pratique qui est courante? Est-ce que c'est une pratique qui devrait être plus populaire? Bien, je pense que ça, de plus en plus, c'est une tendance qui évolue positivement. Il y a Moisson Québec, je crois, qui fait ça, qui récupère les surplus alimentaires. C'est sûr qu'il faut le prévoir. Par exemple, si une entreprise organise un événement, bien, il faut les contacter d'avance pour dire, nous, on pense qu'on va avoir des surplus pour que ce soit récupéré. Mais ça peut se faire aussi au niveau individuel, avec les frigos communautaires. Oui, ça, c'était super intéressant. Il y en a un dans Saint-Roch. Il y en a un dans Saint-Roch. À Québec, il y en a un dans Limoilou aussi. Puis, il y en a qui sont en démarrage dans certains milieux, mais j'en dirai pas plus parce qu'ils ne sont pas encore mis sur pied puis tout ça. Mais l'idée des frigos communautaires, en fait, c'est que c'est comme citoyen, on peut aller apporter, si on part quelques jours, bien, on va déposer le reste de soupe qu'on a ou le pain ou quoi que ce soit pour des personnes qui en auraient besoin. Donc, ça répond à la fois à un besoin de réduction du gaspillage alimentaire et de sécurité alimentaire parce qu'on le constate principalement dans Saint-Roch avec le frigo du Parvis, que ça répond vraiment à des besoins alimentaires de base de personnes en situation de pauvreté. Donc, c'est une belle façon pour les citoyens. Puis aussi, les commerçants autour, on le constate qu'il y a beaucoup de cafés, de boulangeries du quartier qui, à la fin de la journée, vont porter leur surplus de muffins, par exemple, dans le frigo. Donc, c'est des outils qui se développent de plus en plus partout au Québec, là, puis même partout dans le monde, à Sherbrooke, Montréal, dans les Laurentides. C'est vraiment en déploiement. Là, ouais. Si je ne me trompe pas, en fait, les frigos sont en opération. Ils ne peuvent pas être en opération pendant l'hiver. Ah si, d'ailleurs, cette année, Saint-Roch, c'est le premier hiver où c'est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Oui, effectivement, c'est pas le cas de tous, mais à Québec, sur le parvis de l'église Saint-Roch, c'est la première année cet hiver, le frigo est ouvert, oui. Puis tout ça, c'est géré par des bénévoles aussi. Oui, hein? Je pense que c'est quand même une belle implication citoyenne de travailler là-dessus parce qu'il fallait, pour les installer, rencontrer tous les commerçants, toutes les parties prenantes
du lieu. Donc, c'est vraiment une belle initiative contre le gaspillage alimentaire. Comment l'implantation des frigos se passe dans un quartier? Est-ce que les commerçants sont favorables à l'idée? Est-ce qu'ils les utilisent aussi? C'est très variable d'un frigo à l'autre. Dans le cas de Saint-Roch, c'est parti d'un projet étudiant. Une équipe dans un cours d'anthropologie qui a décidé de monter ce projet-là. Puis ils se sont par la suite associés à l'organisme L'Engrenage, qui se trouve aussi dans Saint-Roch et qui, avec les bénévoles, gère le frigo. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail sur le terrain auprès des gens qui fréquentent le parvis de l'église Saint-Roch. Avec les commerçants aussi, il y a des liens qui ont été faits. Mais ça varie vraiment beaucoup d'un milieu à l'autre. Dans le cas de Sherbrooke, par exemple, la SEDEC est très impliquée. Il y a à Montréal, il y en a certains qui se trouvent dans des centres communautaires. Donc, il n'y a pas de modèle unique pour les frigos communautaires. Là. Excellent. Tu vois, là, on vient de parler de gaspillage alimentaire de façon locale. Qu'est-ce que ça peut avoir, en fait, comme impact dans nos vies d'être un peu plus à son affaire? Mais on parle aussi, je lisais un article qui date quand même de 2009, où on faisait référence à une potentielle crise alimentaire d'ici 2050 s'il n'y avait pas comme des changements majeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, de ce volet-là? Ouais? Oui, bien, comme je le disais tout à l'heure, en ce moment, plus ou moins un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée dans la chaîne agroalimentaire. Puis avec l'augmentation de la population mondiale, la FAO, donc la branche de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, prévoit une explosion de la demande agroalimentaire dans un monde où les ressources sont limitées. Actuellement, déjà, il y a des gros problèmes de sécheresse dans certaines régions du monde, des problèmes d'inondation, de terres agricoles qui sont rendues qui sont appauvries par l'exploitation. Donc, on est déjà à un moment dans le monde, en fait, où l'alimentaire est un gros enjeu. Donc, en augmentant la population en 2050, c'est sûr que les besoins vont augmenter. Puis, le gaspillage alimentaire a son rôle à jouer. C'est pas la solution, miracle, mais en réduisant le gaspillage alimentaire partout dans le monde, on pourra effectivement améliorer, rendre plus efficace la production alimentaire, mieux répondre aux besoins des gens, puis arrêter ce problème, ou en tout cas, du moins, diminuer ses impacts négatifs, parce que c'est vraiment un problème de volonté à certains égards. À d'autres égards, c'est une question d'éducation. Donc, c'est un problème assez complexe, mais il y a vraiment de quoi faire. Là. En réduisant le gaspillage alimentaire, on pourrait vraiment améliorer la sécurité alimentaire des gens. Que ce soit en alimentation là, ou au niveau des matières résiduelles, à l'international, c'est qu'à l'occasion aussi, on peut endosser certains comportements au niveau, en fait, là, des conditions de travail de certaines personnes à différents endroits dans le monde. C'est ça, c'est la même chose quand on exporte nos matières recyclables, par exemple, en Chine. Dans quelles conditions de travail sont-elles triées? Est-ce que ça respecte nos normes environnementales ici qu'on s'est fixées en tant qu'État, finalement? Fait que c'est ça aussi qui est la question. Il y a une certaine déresponsabilisation. Puis je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre, justement, au niveau de l'agriculture puis au niveau des ressources qui sont consommées dans le monde, parce qu'on parle à chaque année du jour du dépassement, qui est la date à laquelle, finalement, on a consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la Terre pouvait produire en 1 an. Et il devient de plus en plus tôt, ce jour-là. Il arrive de plus en plus tôt. Donc ça pose la question de est-ce que nos modes de consommation sont viables? Bon, on sait que la réponse est négative et qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on peut y remédier? Bien, c'est sûr qu'en réduisant la consommation en général, réduire le gaspillage alimentaire, c'est une bonne manière d'y arriver, mais aussi consommer moins, consommer peut-être usagé et consommer davantage localement des produits qui sont plus durables, si on veut élargir la réflexion. On entend souvent le consommer, c'est voter. Mais tu sais, je pense que dans d'autres circonstances aussi, consommer, c'est endosser des comportements des citoyens corporatifs qui peuvent être douteux à certains moments. Écoutez, le temps passe super vite, mais je voulais peut-être en terminant qu'on nous parle là, des 5 R. 5 RV. Oui. Je te laisse en parler. Ah oui, puis on ne s'est pas encore entendu sur tout l'ordre. On en discutait tout à l'heure. Mais il y a de refuser. Donc, la première étape avant de générer quoi que ce soit, c'est de refuser, donc de se questionner sur c'est quoi notre besoin. Est-ce qu'on a besoin, par exemple,
d'une perceuse. Je prends souvent cet exemple-là. En moyenne, on utilise une perceuse 1 minute et demie par année. Donc, ça fait en sorte que peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun notre perceuse chez nous, mais qu'on peut se la prêter entre voisins ou aller à un atelier coopératif comme La Patente qui prête des outils. Tout à fait. Donc, de réduire, ça vient avec le deuxième R. Réutiliser. Moi, j'aurais mis réparer avant, de réparer nos objets pour qu'ils aient une plus longue durée de vie. Puis c'est intéressant parce que de la même manière, si on cuisine plus, on renoue aussi avec un certain savoir-faire, on comprend comment fonctionnent nos objets. Puis il y a plein de ressources aussi pour réparer de plus en plus. Là, partout dans le monde, il y a un mouvement, entre autres, qui s'appelle les Repair Cafés. En 2016, il y en avait 900 quelques. Et en 2017, il y en avait 1479 dans le monde. Donc, de plus en plus, les gens veulent comprendre comment fonctionne leur objet. Puis, tu sais, je pense à un vélo, par exemple. Si on laisse l'hiver dehors sous la neige, bien, on vient de réduire sa durée de vie de manière assez significative. Fait que d'entretenir ces biens-là. Et puis, finalement, bien, si tout ceci, il n'y a plus d'options, bien, on peut recycler. Donc, s'assurer que ce soit bien géré, s'informer, par exemple, auprès de la municipalité pour voir comment le faire. Que ce soit réutilisé si possible. Puis c'est drôle parce que ce matin, il y avait un proverbe qui venait de Jordanie que j'ai entendu puis qui, je trouve, correspond bien à ça. C'est si tu possèdes plus de biens que ton chameau peut en transporter, il faut que tu commences à donner. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est ainsi que se termine l'émission. Est-ce qu'il y avait quelque chose peut-être à ajouter avant de se quitter? Bien, peut-être pour les personnes là, qui aimeraient savoir comment faire pour réduire le gaspillage alimentaire de façon très concrète, très simple, je vous invite à aller voir notre site Internet sauvetabouffe.org où vous allez trouver toutes sortes là, de trucs et astuces par aliment, des trucs généraux. Donc, c'est une belle façon de commencer à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, pour vous impliquer aussi, les Amis de la Terre, là, il y a différents secteurs d'activité dans lesquels vous vous impliquez. On va inviter les gens à y aller, à consulter évidemment ton blog, Bric à Bac. Oui, bricabac.com. Donc, pour avoir de l'information sur la gestion des matières résiduelles. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous ce matin. L'émission est terminée. C'est ce qui termine également la saison. Je vais remercier Marie-Pierre Gilbert, qui est l'artiste peintre qui nous a prêté cette toile. Et je vous rappelle que l'objectif de l'émission Parlons-en, en fait, est de vous donner de l'information concernant différents enjeux. Le but, c'est pas d'influencer, en fait, votre façon de voir les choses, mais peut-être de mieux les comprendre pour, après ça, faire vos propres choix. Donc, si vous voulez voir ou revoir l'une ou l'autre de nos épisodes, on vous invite à utiliser la plateforme CCAP Go. Évidemment, ccap.tv est un incontournable aussi. Sur ça, je vous dis à la prochaine et merci.